troisième partie de notre émission, l'actualité parlementaire, avec justement les titres de cette actualité ce matin. Saveria, bonjour. Bonjour à tous. Deuxième semaine d'examen pour la loi Pacte au Sénat avec la mesure polémique du texte, les privatisations. La privatisation de la Française des Jeux a été retoquée en commission. Celle d'ADP pourrait connaître le même sort en séance à la faveur d'un rapprochement entre républicains et socialistes. Quatrième déplacement pour Emmanuel Macron aujourd'hui dans le cadre du grand débat. Le président sera cet après-midi face à des élus de l'Essonne. La banlieue est-elle la grande oubliée du grand débat? On en parle dans un instant. Et puis les Outre-mer sont-ils également les oubliés du grand débat? 60 élus ont été reçus à l'Élysée. Le chef de l'État a passé plus de 7 heures à échanger avec eux. On en parle avec mon invité, la sénatrice Victoire Jasmin. Mais tout d'abord donc, le retour de la loi Pacte au Sénat, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. La semaine dernière, le Sénat a voté une des mesures phares du texte, la réforme en faveur d'une simplification des seuils d'effectifs dans les entreprises, les fameux seuils sociaux. Les explications de Michael Spitzberg. Premier point abordé par les sénateurs, la simplification des seuils de salariés. Un sujet sensible puisqu'il détermine les obligations sociales ou des modifications de cotisation pour les employeurs. Il existe aujourd'hui 49 seuils. La loi Pacte propose de n'en conserver que 3, 11, 50 et 250 salariés. Un recul des droits pour la gauche qui a tenté de faire supprimer cet article. On nous explique, nous allons régler le problème du chômage parce que nous allons flexibiliser, réduire les représentations des salariés. Et bilan des courses, on a du chômage. De son côté, la majorité de droite sénatoriale veut aller plus loin. Elle a voté le relèvement du seuil de 50 à 100 salariés, mesure désapprouvée par le gouvernement. Couverts, paille, touillettes et autres cotons-tiges en plastique, les entreprises françaises ont jusqu'à 2020 pour les supprimer. C'est ce que prévoit la loi Egalim. Un délai trop court, estiment les sénateurs, pour permettre aux entreprises de s'adapter. En ligne avec le gouvernement, ils ont accordé un sursis d'1 an à ces ustensiles jusqu'au 1er janvier 2021. Egalim contre Pacte, il en a aussi été question au sujet des pesticides. Ainsi, c'en est fini de l'interdiction de fabrication en France de produits phytosanitaires destinés à être commercialisés hors Union européenne. Objectif, préserver 19 sites et 2700 emplois. Une vision contestée par l'écologiste Joël Labbé. Tout d'abord, il y a une question d'éthique. De quel droit irions-nous permettre à nos entreprises d'aller le vendre à l'étranger dans des pays tiers? Pour le gouvernement, le plus dur est à venir. Voilà, et dans l'actualité, autre mesure importante de la loi Pacte, les privatisations, Saveria, ce matin. Mesures importantes et mesures polémiques, elles seront examinées à partir de demain. La privatisation de la Française des Jeux a déjà été retoquée en commission. Celle d'ADP pourrait connaître le même sort en séance à la faveur d'un rapprochement entre républicains et socialistes. Flora Sauvage. Le débat mardi s'annonce houleux. Une fois n'est pas coutume, communistes, socialistes et LR font front commun contre le projet du gouvernement de privatisation d'ADP Aéroport de Paris, inscrit dans la loi Pacte. En commission, les sénateurs ont supprimé l'article qui prévoit la privatisation de la Française des Jeux et ils ont aménagé les dispositions concernant ADP. Face aux réserves des sénateurs LR, le ministre de l'économie Bruno Le Maire défend la cession des parts de l'État dans l'entreprise ADP. Nous verrons quelle sera l'issue des discussions. Ce que je veux dire simplement, c'est que je me souviens d'un ancien candidat à la primaire de la droite qui avait gagné ses primaires, qui disait qu'il voulait engager des privatisations, qu'il fallait que l'État cède ses participations dans un certain nombre d'entreprises pour investir. C'est exactement ce que nous voulons faire. Les sénateurs de droite s'inquiètent du manque à gagner pour les finances publiques. Il ne s'agit pas d'une politique libérale, il s'agit de céder un monopole qui rapporte des revenus importants à l'État et aux structures en Île-de-France. Bon. Et l'État, en l'occurrence, vend les bijoux de famille. Et il les vend dans des conditions, je dirais, pas très heureuses. Quant aux centristes, ils défendent l'encadrement de la privatisation d'ADP. Il y a des endroits où ça marche bien. Hein. À Lyon, ça marche plutôt pas mal. À Nice, ça marche plutôt pas mal. Donc, il n'y a pas de raison non plus de s'interdire d'ouvrir le capital. Puis, il faut trouver de l'argent. L'État n'en a pas. Actuellement, l'État détient la majorité du capital d'ADP, soit environ 9,5 milliards d'euros. Voilà, nous sommes dans le territoire Sénat, l'actualité parlementaire, avec un nouvel œil ce matin. L'œil de On regarde.
regarder l'œil d'Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en communication politique. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour. Alors, l'actualité ce matin, c'est aussi ce 4e déplacement pour Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat. Le président sera cet après-midi face à des élus de l'Essonne en banlieue. Quel est l'objectif de ce déplacement? S'adresser aux banlieues qui sont pour l'instant plutôt absentes justement de ce grand débat? Il faut qu'il parle à toute la France et donc à toutes les sociologies de la France. D'autant plus que les banlieues, c'est un peu une sorte de ligne bleue des Vosges pour Emmanuel Macron. Souvenez-vous de sa programmatique et de sa campagne électorale. Il y avait deux notions extrêmement importantes qui revenaient en permanence lorsqu'il évoquait la question des banlieues et qui étaient au cœur de son logiciel politique. C'était la question de l'assignation à résidence et des inégalités de destin. Et l'assignation à résidence et l'inégalité de destin, ce sont deux notions qui caractérise aujourd'hui les banlieues. Pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas pris dans les banlieues le grand débat? C'est ce qu'on voit dans les reportages, c'est ce qui ressort. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi il n'y a pas de débat organisé, de rencontres organisées? Pourquoi il n'y a pas de cahier de doléances alors que ça marche très bien dans les petites mairies? On le voit. D'abord parce qu'il ne faut jamais oublier que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui émerge à partir de zones qui ne sont pas les banlieues, qui sont les zones que l'on qualifie de périphériques. Donc la sociologie aujourd'hui de la contestation, la sociologie politique de la contestation, elle se trouve plutôt dans les zones rurales ou périurbaines. Les banlieues aujourd'hui constituent en effet une sorte d'angle mort du débat. Vous avez raison, pour de multiples raisons. D'abord, vraisemblablement, le processus de politisation dans les banlieues n'est pas le même que celui dans les zones rurales. Nous avons finalement dans les banlieues des gens qui sont finalement assez peu politisés, assez peu engagés dans le débat citoyen. Mais vraisemblablement aussi, ce que cherche aujourd'hui à faire Emmanuel Macron, c'est de rappeler qu'il est, comme je vous l'ai dit en liminaire, est le président de tous les Français et que ces zones-là constituent aujourd'hui des zones absolument essentielles. Arnaud Benedetti, je le disais, 4e déplacement du président, un nouveau format, mais une constante. Le président qui mouille la chemise et qui s'exprime pendant des heures. On l'a vu vendredi avec les Outre-mer, 7 heures. On s'attend à ça aussi cet après-midi? Alors écoutez, l'exercice nécessite d'être réinventé en permanence. Vous savez, finalement, les Gilets jaunes et Emmanuel Macron sont dans une dynamique de communication commune avec des exercices ritualisés les uns et les autres. Emmanuel Macron avec ses grands débats où il mouille la chemise, comme vous l'avez dit, mais il faut absolument qu'il arrive à renouveler le format, renouveler le contenu. Et les Gilets jaunes sont un peu de la même manière dans une dynamique un peu similaire. Acte après acte, il faut qu'ils arrivent à trouver toujours des baselines qui soient un peu, je veux dire, différentes. Alors, aujourd'hui dans l'Essonne, Emmanuel Macron va s'adresser, on le sait, à des élus, à des maires. Pourquoi à chaque fois ce filtre? Pourquoi ne pas aller plutôt au contact direct avec les Français et bien sûr avec les Gilets jaunes? Alors déjà, il y est quand même allé lors d'une réunion où il s'était invité, souvenez-vous, de manière un peu impromptue, de manière un peu impromptue. Mais la réalité, c'est qu'on reproche finalement à Emmanuel Macron d'avoir laissé de côté ce que l'on appelle les corps intermédiaires. Et parmi ces corps intermédiaires, les maires constituent vraisemblablement la figure emblématique la plus importante de ces corps intermédiaires. Donc ça, c'est un premier point. C'est un objectif, une cible, j'allais dire, sociopolitique qui est importante pour Emmanuel Macron. La deuxième raison, c'est qu'il sait aussi qu'en termes de communication, pour atteindre son objectif à un moment donné, il faut passer par des intermédiaires. Il y a un sociologue américain dans les années 30 qui s'appelait Paul Lazarsfeld qui avait expliqué que finalement la communication, ça fonctionnait à 2 étages. Il fallait, pour atteindre le plus grand nombre de monde, passer par des gens qui disposaient d'un capital d'autorité, d'une visibilité qui permettait de diffracter, de diffuser de manière plus large un message. Jusqu'à présent, les 2 premières années de son quinquennat, c'est pas de cette façon dont il a communiqué. Et dans la campagne, il n'a pas communiqué. Oui, c'est le paradoxe. En contact direct avec les Français. Vous avez raison, c'est le paradoxe des 18 mois en termes de communication que nous avons vécu avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, durant sa campagne, avait plutôt d'ailleurs communiqué en direction aussi des intermédiaires. Dès qu'il est revenu à l'Élysée, dès qu'il est arrivé à l'Élysée, il a essayé d'avoir un filtre, une communication directe en bypassant les intermédiaires. Arnaud Benedetti, juste le fait que les moins de 30 ans ne soient pas du tout intéressés par le grand débat, c'est un problème ou pas? Oui, c'est un problème, mais c'est quelque part une caractéristique de la vie politique française où les jeunes sont en règle générale moins politisés que les anciens. Merci beaucoup, professeur en communication politique, Arnaud Benedetti, d'avoir été sur ce plateau ce matin. On passe tout de suite à la deuxième interview politique de cette émission dans un instant. À tout de suite. Voilà.
L'entrée de Victoire Jasmin, bonjour, sénatrice Parti Socialiste de Guadeloupe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour Victoire Jasmin. Avant de vous interroger, j'aimerais qu'on regarde ensemble un reportage qui a été tourné vendredi par nos équipes à l'Élysée. Emmanuel Macron a reçu une 60aine d'élus d'outre-mer. Vous y étiez justement, le chef de l'État qui a passé plus de 7 heures à échanger avec les élus d'outre-mer. C'est un reportage de Michael Fitzberg. Ils ont eu du mal à se quitter. 2 questions. Non, c'est moi qui prends les micros. Non. Au total, la rencontre dans le cadre du grand débat national aura duré 7 heures. Un marathon dans la salle des fêtes rénovée de l'Élysée où 60 maires ultramarins sont venus énumérer les problèmes de leur territoire. Toujours les mêmes, proches de ceux des Gilets jaunes. La question du pouvoir d'achat, la question du logement, la question de la santé, de la sécurité, l'immigration. On fait le constat, quand il y a une crise, que ce sont les mêmes problèmes. C'est que ça ne fonctionne plus. Attentif, prenant des notes, Emmanuel Macron a mis en cause les monopoles ou les écarts de rémunération outre-mer qui expliquent entre autres la vie chère. Le problème de la vie chère, c'est typiquement le problème d'économie non concurrentielle, suradministrée, où on a compensé avec de l'argent public des choses qui fonctionnaient mal. C'est ça pendant des décennies. Et moi j'attends de vous des solutions sur le sujet sur rémunération et comment on fait. Le chef de l'État a aussi été interpellé sur des problèmes plus spécifiques comme les sargasses ou le pesticide chlordécone aux Antilles. Des échanges parfois vifs. Là, monsieur le parlementaire, je suis pas du tout d'accord. C'est pas la pauvreté à la pauvreté. Ça, c'est du caramel. Non. Au final, un exercice diversement apprécié par les élus présents. Ne rien attendre des élus godillots, ne rien attendre de ce gouvernement. On ne prépare pas les dossiers avec cette minutie qui a été celle du chef de l'État si on veut lancer de la poudre aux yeux. Je sais discerner entre des propos creux et sans lendemain et un engagement ferme. Va-t-il tenir compte de nos propositions ? Alors moi je demande à voir, j'aime juger sur pièce. Emmanuel Macron, qui a proposé de renouveler ce rendez-vous une fois par an, a annoncé qu'il se rendrait à Mayotte et La Réunion en juin prochain. Victoire Jasmin, vous étiez à ce rendez-vous, cette rencontre de plus de 7 heures avec le président vendredi dernier. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces échanges? C'est un exercice à la fois difficile et compliqué pour le président de la République et pour les maires qui ont effectué le déplacement. Donc beaucoup d'autres maires ne sont pas venus et je crois qu'ils ont eu raison de ne pas venir parce qu'ils seraient venus, ce serait beaucoup plus frustrant. Est-ce qu'il faut préciser que le déplacement était à leurs frais, c'est ça? Voilà. Et là, quand on sait que la plupart des collectivités d'outre-mer, et particulièrement Guadeloupe, que je connais mieux, sont déjà en très grande difficulté budgétaire. Donc c'est vrai que c'est un exercice compliqué et difficile. D'une part parce que beaucoup sont arrivés le jour même avec le décalage horaire, avec la fatigue, et sont restés plus de 7 heures. Là, c'était un exercice compliqué. Et alors, chacun est arrivé avec son petit cahier de doléances, voilà. Et le chef de l'État a écouté les uns après les autres toutes les doléances de chaque élu. Je crois que les règles du jeu n'étaient pas établies au préalable, donc chacun a pensé qu'il allait pouvoir évidemment échanger avec le président de la République. Donc c'était légitime, ils ont effectué le déplacement, ils étaient invités. Nous, les parlementaires, nous avons su que nous n'aurions pas la parole. Bon, ce que je peux comprendre, si les maires viennent, c'est qu'il faut leur laisser quand même la place pour s'exprimer. Malheureusement, c'était quand même frustrant et humiliant même pour certains, dans la mesure où au préalable, il y avait un certain nombre de maires qui étaient déjà désignés pour prendre la parole. Donc d'autres ont quand même demandé la parole à la ministre des Outre-mer qui animait ce débat, ce qu'elle a accepté. Donc en plus de ce qui était initialement prévu, d'autres ont eu la parole, mais comme tous, ils souhaitaient prendre la parole et parler de leurs propres doléances, quoique à certains moments, c'était redondant, mais il y a eu des moments de tristesse ou de frustration, d'humiliation même, à mon avis, et j'étais assez gênée pour certains maires. D'humiliation parce qu'ils ont eu le sentiment de ne pas avoir eu le temps de s'exprimer en 7 heures? Alors, mais non, mais c'est parce que les règles du jeu n'étaient pas établies. Donc, tous les maires, et je vous dis que pratiquement tous, parce que là, j'étais en observateur à ce moment-là, ils avaient des petites notes, ils n'ont pas pu. C'était très long. C'était trop long. Donc, tout ça, c'est pour la méthode, c'est pour ce qui s'est passé. Sur le fond, l'objectif de cette rencontre était d'impliquer les élus d'outre-mer dans le grand débat. Comment ça se passe, le grand débat en outre-mer? Visiblement, ça ne marche pas. Pourquoi? Non, ça ne marche pas parce que pour ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, le président de la République s'est déplacé au mois de septembre dernier, il n'a pas forcément donné la parole aux élus. Donc là, c'est déjà un vrai problème. Maintenant, les grands débats, je crois que les Outre-mer ont besoin
effectivement d'échanger avec le président de la République. Ils ont envie d'être écoutés, ils ont envie que leurs problématiques soient connues, ou en tout cas reconnues. Est-ce qu'il y a des rencontres, des grands débats qui sont organisés? Est-ce que les mairies sont ouvertes sur place? Et est-ce que, comme on le voit sur le territoire métropolitain, est-ce que ça marche de la même façon? Je n'ai pas eu l'impression que dans les mairies, il y avait une demande et qu'il y avait une offre. Bon, c'est sûr que les maires, je pense qu'ils seraient d'accord pour recevoir. Là, je ne sais pas de façon précise lesquels ont fait la démarche ou pas, mais je crois qu'il y a une résilience permanente aujourd'hui dans la population. Justement, pourquoi sur place, les habitants se sentent exclus de ce qui se passe en métropole? Parce que les habitants ont beaucoup participé aux États généraux, je le disais. Ils ont participé aussi aux assises. Il y a eu beaucoup de propositions pour les assises. Donc, ils sont en attente de réponses concrètes par rapport à l'implication. Parce que les gens ont vraiment joué le jeu. Donc, j'ai parlé des assises d'outre-mer. Donc, effectivement, ça a eu lieu l'année dernière. Oui. Est-ce que ces assises ont répondu à une partie des revendications de la population? Pas forcément répondu, mais c'était des espaces, d'après les informations du ministère des Outre-mer, qui a pu collecter quand même un certain nombre de doléances, il y a eu une très forte participation. Et le livre bleu est sorti avec un certain nombre de préconisations. Donc les gens sont en attente de réponses concrètes. Et là, ce n'est pas le cas. On recommence et le temps passe en même temps. Parce que le président, il a été élu avec un programme. Maintenant qu'il y a également eu, pour ce qui nous concerne, le livre bleu avec un certain nombre de préconisations, eh bien, ils sont plus en attente de réponses concrètes que d'une autre participation, d'une autre consultation. Et c'est vraiment dommage. D'autre part, j'ai bien compris que le président, c'était un exercice difficile, mais pour les différentes parties qui étaient là, ce qui se passe également, c'est le déni que j'ai pu comprendre concernant la recherche médicale. La recherche médicale française, qui mérite quand même d'être valorisée par le président et ses équipes. Eh bien là, des travaux qui ont été réalisés par des professeurs, des sommités même de la médecine française, concernant notamment le chlordécone et tout. Et là, quand j'ai entendu les réponses du président de la République, c'est un déni des travaux de l'INSERM, qui est quand même l'Institut national de la recherche médicale en France. Au moment où on parle d'intelligence artificielle, moi, ça m'a surpris, parce que nous avons quand même de grandes bases de données en France, et c'est vraiment dommage. Vous évoquez le drame du chlordécone, effectivement. Quelles sont les autres graves difficultés que connaît l'outre-mer? C'est l'emploi. C'est le chômage, voilà, le chômage très élevé, mais également l'accès aux soins, l'éducation difficile. Hein. Oui, alors il y a les problèmes de l'accès aux soins qui se sont aussi amplifiés pour ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, parce qu'ils travaillent de façon quand même complémentaire, il faut le dire. Donc, concernant les Antilles, depuis le problème d'incendie du CHU. Mais il y a des mesures palliatives qui sont mises en place, qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent en tout cas une prise en charge de la population. Il y a quelques jours, au niveau des groupements hospitaliers de territoire, une signature de convention. Donc, en fait, il y a des solutions qui permettent quand même de prendre en compte la situation des patients et de la population. Concernant, par contre, la formation professionnelle, concernant l'emploi, il y a de grosses difficultés qui sont récurrentes, et il y a également l'exode de nos jeunes. Et ça, c'est problématique, parce qu'avec les données... C'est ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui pour vous? Aujourd'hui, à mon avis, là, ce serait vraiment important de revoir un petit peu l'offre et la demande, tant en matière de formation qu'en matière d'aide au retour, en tout cas, pas forcément une aide financière, mais créer des conditions pour que nos jeunes puissent trouver des emplois, puissent trouver des alternatives chez nous. Parce que trop de jeunes partent pour venir dans l'Hexagone pour des études et n'ont pas la possibilité de revenir. Certains vont au Canada. Et maintenant, le Canada fait des offres qui sont attractives pour nos jeunes avec un certain nombre d'aides. Et là, ceux qui ne sont pas ici dans l'Hexagone sont au Canada et ne retournent pas forcément parce que les conditions ne sont pas forcément pertinentes pour les attirer. Donc là, c'est une vraie problématique pour laquelle il faudrait qu'on trouve des meilleures solutions possibles. Pour terminer, Victor Jasmin, j'aimerais vous entendre sur l'issue du grand débat dont on parle, la traduction législative. On parle de plus en plus depuis quelques jours d'un référendum, que Emmanuel Macron serait sur le point de décider d'un référendum le jour même des élections européennes, le 26 mai. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous y êtes favorable? Eh bien, si le président de la République souhaite faire un référendum, ça c'est son choix. Moi, je pense que faire un référendum, ce serait une fois de plus une erreur.
une erreur, ça dépend des questions qui seront posées, ce sont des questions fermées. Donc un référendum, c'est toujours un exercice particulier, je dirais. Pour ce qui concerne le président de la République, ce serait peut-être un échec. Mais en quoi ce serait une erreur ou un échec? Maintenant, le président n'a pas su écouter les parlementaires dans un premier temps. Je crois que s'il avait écouté les parlementaires, la rue, en tout cas les Gilets jaunes, n'auraient pas connu le succès qu'ils ont eu à un certain moment, la mesure où le Sénat particulièrement a fait un certain nombre de propositions au niveau de l'Assemblée nationale et dans les commissions mixtes paritaires. On a bien vu par rapport à certaines orientations que nous n'avons pas été entendus. La rue a pris le relais. Le président a négligé de prendre en considération, je dirais, cet appel de la rue. Eh bien, ça s'est amplifié sur l'ensemble du territoire national et à La Réunion. Dans les autres départements et territoires et collectivités, ça n'a pas forcément pris, mais aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs et ce sera probablement irréversible pour ce qui concerne le président s'il ne fait pas attention. Victoire Jasmin, sénatrice PS de Guadeloupe, bouleversement climatique général, vous avez été co-rapporteuse d'une étude menée sur les risques majeurs dans les territoires ultramarins. Quel est le risque le plus majeur en Guadeloupe ? Pour ce qui nous concerne, eh bien, bon, il y a les risques d'ouragans, de cyclones, c'est vrai, mais l'érosion du trait de côte, maintenant, c'est une préoccupation majeure parce qu'il y a des communes qui sont vraiment en grande difficulté et en danger, des populations qu'il va falloir déplacer, c'est le cas du côté de Petit-Bourg. L'érosion côtière, ça pose des problèmes, on a des risques de tsunami de plus en plus importants. Aujourd'hui, il y a la soufrière qui fait aussi des siennes, donc pour le moment, bon, il y a des avis qui sont pas forcément tous, ils ne vont pas tous dans le même sens, mais il y a un certain nombre de risques pour lesquels il serait opportun que ce soit au niveau des collectivités, mais des différents décideurs, qu'on fasse la prévention et qu'on intensifie l'action. Merci Victoire beaucoup. Jasmin, sénatrice PS de Guadeloupe, d'avoir été sur ce plateau ce matin. C'est moi, merci. je vous remercie beaucoup. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat cette semaine. Demain, il faudra suivre dès 14h30, on en parlait, la suite de l'examen du projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises. La loi Pacte reprend en séance à 14h30 à 16h45. La séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre comme chaque semaine en direct et en intégralité sur notre antenne. Et puis mercredi, autre temps fort, mercredi à 16h, l'audition de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Audition sur le Grand Paris sur le projet de loi d'orientation des mobilités. Audition devant la commission du développement durable. Très bien, on passe maintenant à la revue de presse dans un instant. À tout de suite. À la une du Parisien, Gérald Darmanin qui reste au gouvernement. Finalement, il a pris sa décision, Saveria. Il a entretenu le mystère pendant quelques jours. Finalement, le ministre de l'Action et des Comptes publics reste au gouvernement. Je continue au gouvernement, déclare Gérald Darmanin au Parisien ce matin. En revanche, il sera bien candidat au municipal à Tourcoing, sa ville natale, l'année prochaine. Et puis comment se faire embaucher à la une du supplément éco du Parisien, 20 pages spéciales. Jean-Louis Picot était venu nous en parler tout à l'heure. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA du groupe EBRA, c'est le référendum. La piste du référendum, c'est une hypothèse de plus en plus probable pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Selon des proches du chef de l'État, Emmanuel Macron serait prêt à convoquer un référendum le jour même des élections européennes, le 26 mai. Les questions proposées aux Français pourraient être issues du grand débat national. Emmanuel Macron en est convaincu. Son quinquennat ne sera relancé que si le grand débat se traduit par une réponse politique forte et rapide. Il ne peut pas y avoir d'arnaque, sinon on s'en va, lâche un ministre macroniste. La question sera tranchée d'ici une dizaine de jours. DNA, dirigé par Dominique Young. À la une de la presse de la Manche, nos impôts, ça nous intéresse. À quoi sert l'argent de nos impôts? Comment est dépensé l'argent public? Qui fait quoi et avec quel argent? Explication sur les principales dépenses de l'État, de la région Normandie et du département. Alors que bien sûr, le ras-le-bol fiscal est une des principales revendications des Gilets jaunes à lire ce matin, donc dans la presse de la Manche. Nos ordures sont à la une du courrier Picard, dont le rédacteur en chef est Michael Tassard. Les ordures taxées au poids, la tarification incitative se développe en Picardie. Objectif, intégrer la politique du pollueur-payeur. En clair, plus on dépose de déchets, plus on va payer de taxes. Prévues dans la loi de transition énergétique, la tarification incitative avec une part variable est appelée à se développer. Trier mieux et jeter moins, c'est le but de cette mesure et ça marche. Là où elle est en vigueur, le poids des ordures ménagères a chuté. Et puis comme nous, à la une de la Provence, Marseille qui vise la Lune. Marseille regarde
vers les étoiles, la ville est devenue une place incontournable de l'astrophysique mondiale avec une centaine de chercheurs et puis surtout des entreprises high-tech. Ça phosphore à Marseille. Dossier spécial à lire à la une de la Provence. Merci Savarian, on vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire dans notre émission. Dans un instant, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais également dans le territoire ultramarin, comme on dit. Puis Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos ce matin. On se retrouve après, à tout de suite. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. La meilleure manière de clôturer ce grand exercice démocratique est encore de faire voter les Français sur les différentes propositions qui pourraient en ressortir. Il se trouve que la Constitution donne l'initiative au président de la République. Si à la fin du grand débat, il juge que c'est opportun, qu'il y a un certain nombre de questions, de sujets qui doivent être abordés, qui doivent être soumis à une approbation ou un refus populaire, il le décidera. On se donne comme possibilité, évidemment, un référendum comme d'autres choses, et puis discuter aussi de la date, tout simplement. Est-ce que ça doit être, s'il doit y en avoir un, est-ce que ça doit être pendant les élections européennes? Ça peut être une bonne chose sur les questions institutionnelles, mais pas en même temps que les européennes. Pourquoi? Le débat, tout simplement parce que l'Europe, c'est un sujet central. Et on ne peut pas nationaliser le débat sur l'Europe d'une certaine manière. S'il choisit cette date, c'est pour atténuer le choc prévisible du mauvais résultat des élections européennes pour lui. Tout ça, c'est totalement bidon. Il va recycler, encore une fois, sa modification constitutionnelle par l'intermédiaire de ce référendum. Donc il va demander aux Français, si les Français sont d'accord avec ce qu'il avait déjà proposé. Qui sont un petit peu de proportionnel, une petite baisse du nombre de députés. On va peut-être nous rajouter un chouïa de vote blanc et 2-3 pincées de sel, ou je sais pas, on va essayer de nous réformer le référendum initiative partagée de Sarkozy. Vous posez les questions. Non, moi je pense que si on veut un référendum utile, il faut créer un vrai référendum d'initiative citoyenne dans le référendum, mais un vrai. Attention à ce que de ce grand débat n'accouche pas une souris. Attention à ce que l'issue de ce grand débat ne soit pas des sujets qui sont très coupés des préoccupations et des priorités des Français. Et attention à ne pas donner le sentiment qu'au fond tout est déjà décidé. Maintenant je le mets en garde sur le choix des questions, parce que s'il s'agit seulement de refaire passer par la voie référendaire ce que le président de la République avait déjà décidé de mettre dans la réforme constitutionnelle, je pense que ça ne sera pas de nature à apaiser la situation de colère qui est extrêmement forte dans le pays. Un référendum sur les questions institutionnelles peut être une réponse. Il y a quand même des questions sociales. Sociétales et sociétales. Oui. Je pense qu'il est difficile de mettre tout dans un référendum. Il faut des questions sur le pouvoir d'achat. Si on se limite au plan institutionnel, le référendum n'aura pas la portée forte et solide qu'on souhaite lui donner. Si tout ça n'est qu'un bricolage, si tout ça n'est qu'une vaste opération de communication pour essayer de refaire partir le quinquennat à zéro, d'engager une campagne électorale et de réanesthésier le pays avec des fausses promesses et des illusions, ça finira mal. Voilà, demain, notre invité politique dans Territoire d'Info sera Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. On se retrouve évidemment pour une nouvelle édition demain. Merci de votre fidélité et bonne journée à tous. Au revoir.